à De Gaulle, c'est-à-dire après 69, après en quelque sorte sa démission. Et les successeurs sont simples, puisqu'il s'agit de Pompidou et puis de Giscard d'Estaing. Voilà. Donc, deux références bibliographiques, deux livres intéressants que j'ai utilisés pour en fait rédiger cette conférence. C'est le livre de Raymond Aron de 1968 qui s'intitule La Révolution introuvable et un ouvrage de deux historiens, sous la direction de deux historiens, de Serge Bernstein et de Michel Vinocq, de 2008, sur la République recommencée, c'est-à-dire en quelque sorte une évolution de la France depuis 1914. Vous avez également, mais ça je vous le mettrai sur Odyssea, un dossier très bien fait qui reprend les archives de l'INA, c'est-à-dire les archives nationales audiovisuelles, et également un dossier pédagogique de la Fondation de Gaulle. Donc tout ça, le lien, je vous les mettrai on le mettra sur Odyssea. Comme étude documentaire, parce que c'est en deux parties. Il y a une première partie, ce sera une partie, on va dire, plutôt théorique, et une deuxième partie, j'ai prévu finalement une étude documentaire de deux discours de De Gaulle, à savoir le discours du 30 mai, du 30 mai à la radio, parce que la télévision était en grève, le 30 mai, dans lequel finalement il annonce la dissolution de l'Assemblée, et le discours du 29 juin, cette fois-ci à la télévision, dans ce discours, De Gaulle finalement annonce que tout est réparé. Donc je vous ferai une analyse de texte, de ces deux textes, pour que vous ayez certaines références et que vous puissiez travailler éventuellement cela avec vos élèves. Alors, pour commencer cette conférence, il serait intéressant de pouvoir regarder deux films. Alors, il y a beaucoup de films sur cette époque, mais j'en ai choisi deux qui marquent bien, chacun à sa manière, un contexte différent. Alors, peut-être vous les connaissez déjà. Alors, le premier est intitulé Les Grandes Familles. Les Grandes Familles, c'est un film de 1958 avec Jean Gabin, qui est remarquable. Remarquable parce qu'il retrace finalement les moments de vie finalement d'une famille de la très haute bourgeoisie, entre milieu d'affaires, politique, entre la bourse et les scandales. Et ce film marque bien finalement les valeurs d'une époque, d'une certaine époque, sur la famille, sur la réputation d'un nom et sur l'honneur avant tout. Donc je vous invite à voir ce film, Les Grandes Familles, sorti en 1958 avec Jean Gabin, qui est vraiment remarquable, mais qui est le témoignage d'une époque révolue, d'une époque passée. D'ailleurs, mai 68 va marquer finalement cette rupture. Et pour marquer cette rupture, en quelque sorte cette révolution, que Aron a intitulé cette révolution introuvable, eh bien, il faut regarder un film de Godard, Jean-Luc Godard, qui, normalement tout le monde connaît ce film, qui s'appelle Pierrot le Fou. Pierrot le Fou, c'est un film de Godard, donc avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle titre. C'est un film qui est sorti en 1965. Donc vous voyez, très proche finalement des événements de 68. C'est un film totalement débridé, qui marquera une génération. Vous savez, alors, si vous avez l'image, moi je l'ai revu dernièrement, c'est finalement comment on va dire ça, un mari qui occupe un métier, mais qui est en quelque sorte pris par cette routine du travail, par l'ennui, et qui subitement quitte son confort familial, quitte sa petite vie tranquille, et pour s'échapper avec une autre femme, avec une inconnue, vers la folie et vers la mort, finalement. Donc le décalage ici est très frappant entre ces deux films, et moi je vous invite avec les élèves à regarder quelques extraits. Alors c'est pas simple, évidemment, de toujours trouver ces films, mais si vous avez la chance de les avoir, eh bien de sélectionner quelques extraits de ces films pour bien marquer finalement le décalage entre ces deux époques. Alors, mai 68 est surtout enseigné en France, notamment comme une rupture.
mais il faudra ici, et c'est l'objet de la conférence, nuancer cette rupture. En réalité, il faut comprendre que mai 68 est une rupture qui dure dans le temps. C'est en quelque sorte le début d'une rupture. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que souvent, on a en quelque sorte idéalisé mai 68 par des slogans, par des images, et il faudra en quelque sorte relativiser cette rupture. Mais néanmoins, 68 marque quand même le début d'une nouvelle époque, la fin et le début d'une nouvelle époque. En introduction, il y a donc 3 parties dans cette conférence. En introduction, ce que je peux dire, c'est que tout simplement, la société française des années 60, on le sait, marque évidemment une profonde mutation. Ça, c'est ce mot qu'il faudra, je pense, donner aux élèves, ce mot de mutation. Ce n'est pas simplement des transformations, c'est véritablement une mutation en profondeur des structures finalement politiques, des structures démographiques, des structures sociologiques de la société française. Mais au-delà de ces caractéristiques, de ces composantes, il faut bien marquer une chose, c'est que c'est également dans les mentalités que ça change. Les mentalités évoluent très rapidement et mai 68 est le révélateur en quelque sorte de cela. Donc on est dans un système gaullien, un système gaulliste, donc gaullien lié à la personnalité, gaulliste lié au parti politique, inscrit dans la nouvelle constitution de la Ve République, c'est-à-dire de 1958, et on a un pouvoir exécutif fort, on a un pouvoir charismatique, avec une forte, évidemment, présence du général de Gaulle. Bien, alors, premier thème, première partie, en quelque sorte, sur les mutations de la société française. Alors, je fais ici une introduction à cette première partie qui sera finalement assez longue. Alors, en préambule, en quelque sorte, de cette première partie, pour commencer en quelque sorte cette première partie, il faut bien comprendre que la société française va évoluer très profondément, mais qu'il y a des résistances à ces changements vers la modernité. Et il y a 2 personnages qui illustrent à leur manière, en quelque sorte, ce conflit, cette lutte. C'est Pierre Poujade, le poujadisme, le mouvement poujadiste, qui est représentatif finalement de la petite entreprise indépendante, c'est-à-dire de la France d'avant, en quelque sorte. Et le politique, Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, qui veut en quelque sorte moderniser le pays, qui déplore le vieillissement de l'économie française. C'est en quelque sorte le mendésisme et le poujadisme, c'est tout simplement la République des techniciens, qui s'opposent à la France des boutiques. Voilà. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on voit véritablement entre ces 2 hommes une vraie lutte vis-à-vis d'une société française qui se transforme énormément. Donc, entre 1958 et le début des années 70, la société française va subir une rapide et spectaculaire mutation, comme l'ensemble des économies finalement européennes, occidentales. Alors, vous connaissez tous évidemment cette référence, les années 50, 60, 70, c'est ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on intitule cette période les 30 glorieuses, donc c'est 50, 60, 70, et puis la période suivante, c'est-à-dire en quelque sorte la fin des années 70, 80, 90, certains historiens ont appelé ça les 30 piteuses. Piteuses. On passe de la gloire finalement à la pitié, voilà, c'est-à-dire au désastre en quelque sorte. Cette expression de 30 glorieuses est liée à un livre qui est publié en 1979 par Jean Fourastier. Jean Fourastier, 1979, qui s'intitule d'ailleurs
la révolution invisible, hein, les 30 glorieuses ou la révolution invisible. Alors, que sont ces 30 glorieuses? Eh bien, c'est un processus de croissance économique, hein, une augmentation de la richesse, donc croissance économique, augmentation de la richesse, augmentation du niveau de vie, modification du paysage urbain, hein, en quelque sorte, des composantes sociologiques de la société française, et surtout une modification de la structure familiale. D'accord? Donc croissance économique, richesse, niveau de vie, paysage urbain et structure familiale. Il s'agit ni plus ni moins d'une transformation de l'ordre ancien. Voilà. C'est véritablement les années 40, 50, c'est-à-dire ce que ont connu, hein, les parents de ces enfants qui sont issus de ce qu'on a appelé le baby boom. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un choc générationnel entre les parents et grands-parents et les enfants issus de cette période, hein, et de ce baby boom, c'est-à-dire de cette forte natalité en France. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, et ce qui est paradoxal en quelque sorte, c'est de voir que mai 68 est considéré comme une crise, une dénonciation du régime gaulliste, et en même temps, curieusement, c'est aussi la victoire de De Gaulle. Donc d'un côté, mai 68 va dénoncer tous les travers, en quelque sorte, tous les aspects négatifs du régime gaulliste, mais De Gaulle, finalement, sort de cette crise renforcé. C'est ce que nous essaierons de voir. Pour Raymond Aron, hein, pour ce philosophe, hein, pour cet historien, pour cet intellectuel, dans son livre La Révolution introuvable, il s'agit pour lui d'un simple carnaval. C'est une grande foire, hein, c'est un simple jeu de rôle, hein, un craquement en quelque sorte, une cassure, mais ce n'est pas du tout une révolution. Ça, on reviendra tout à l'heure sur cette idée, hein, de Raymond Aron qui finalement dénonce les agitateurs politiques qui considèrent mai 68 comme une véritable révolution, hein, comme la révolution, hein, de 1848 ou la révolution de 1830 ou même la révolution de 1789. Alors, je vous ai dit que c'était une première partie, une assez longue introduction. On a deux hypothèses. Deux hypothèses ont été formulées pour bien comprendre mai 68. Et ça permet un petit peu de resituer tout cela. La première hypothèse est liée finalement à la conjoncture politique. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on considère finalement que mai 68 va renforcer le pouvoir. De Gaulle va obtenir une majorité, une très large majorité aux élections législatives, hein, du mois de juin 68. On parle toujours de l'année 68. Et c'est un effondrement pour l'opposition, c'est-à-dire pour le Parti communiste et le Parti socialiste, et notamment Mitterrand. Voilà. Donc ça, c'est véritablement une hypothèse très intéressante pour comprendre finalement mai 68, par rapport à tout ce que l'on peut véhiculer, hein, comme message et comme idéal sur mai 68. La deuxième hypothèse est plutôt sociologique. C'est tout simplement considérer que mai 68 est le point de départ d'une crise du politique, hein, pas de la politique, une crise du politique. C'est un repli vers la sphère privée et c'est le développement de l'individualisme. Voilà, c'est-à-dire une sorte de désaffection, hein, pour le politique. Les jeunes vont peu à peu quitter ce champ politique pour se réfugier dans d'autres idéaux. Pour certains, d'ailleurs, hein, cette révolution de mai 68 va conduire la société française vers ce que certains philosophes ont appelé l'ère du vide. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, tout est finalement mis sur un même niveau, plus rien n'a d'importance, plus rien n'est important,
plus rien n'est prioritaire, il n'y a plus d'autorité, tout se vaut. Voilà. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce serait en quelque sorte le délitement, la déliquescence, en quelque sorte, de la société française. Alors, première sous-partie, grand A si vous préférez, première sous-partie de cette conférence, je l'ai intitulée La France de la croissance. Alors, je vais vous présenter un document. Alors, j'essaye de voir si je peux. Normalement, j'avais la possibilité de présenter tout à l'heure. Alors, je vais peut-être à la limite présenter l'intégralité. Je vais essayer de voir si je peux partager. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Alors, est-ce que vous voyez l'image? Oui. Voilà, très bien. Alors, ça, c'est une image en quelque sorte très connue. Hein. C'est une réalisation d'un artiste américain qui s'appelle Dwayne Hanson. C'est une réalisation de 1969 qui s'intitule Supermarket Lady. Voilà. Alors, c'est très intéressant de travailler cette œuvre, hein, cette sculpture, en fait, de Dwayne Hanson avec les élèves, parce qu'elle montre bien, finalement, la société de consommation. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit une femme, une classe moyenne, hein, voilà, bon, on peut après décrire la tenue, on peut décrire évidemment l'objet central hein, de cette société de consommation, à savoir le caddie, le fameux caddie, c'est-à-dire que c'est aussi cette période, c'est en quelque sorte l'ouverture des grands supermarchés. Et Dwayne Hanson hein, a une phrase intéressante concernant son œuvre. Je montre des gens qui sont dans un état assez désespéré. Effectivement, quand on voit cette femme-là, elle ne respire pas la joie. Hein. Ces gens ne peuvent pas entrer dans la compétition, ils sont psychologiquement handicapés. Voilà, psychologiquement handicapés. Donc c'est intéressant de travailler avec les élèves hein, cette œuvre de Dwayne Hanson. Alors je ne sais plus comment on fait pour revenir, mais non. Voilà. Donc c'est très intéressant hein, de travailler cela. Alors, pour aller vite, la France de la croissance. La croissance est symbolisée par quatre objets. Quatre objets vont en quelque sorte symboliser cette croissance à la française. C'est tout d'abord le réfrigérateur. Hein, le réfrigérateur. Le deuxième élément, c'est l'automobile. Eh oui, tout le monde voulait une auto. Hein. Troisième élément, c'est la télévision. De plus en plus de Français vont acheter une télévision et regarder évidemment les conférences de presse du général de Gaulle. Et le quatrième élément, c'est la machine à laver. Voilà, d'accord. Cette croissance économique est importante, elle est supérieure à 5%. Elle est liée évidemment à une conjoncture internationale très favorable, mais aussi évidemment à des choix politiques hein, sur la concentration des entreprises, c'est-à-dire qu'on va vers en quelque sorte une libéralisation hein, en quelque sorte du marché et on essaye en quelque sorte d'entrer dans la compétition internationale. Alors quand je parle de la conjoncture internationale, il faut aussi faire référence à l'Europe. C'est-à-dire que vos élèves devront ici mettre dans la balance la construction européenne. Hein. Je rappelle les principales dates. 1951, c'est la mise en place hein, de la CECA, hein, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et 1957, c'est la mise en place de la Communauté européenne économique, hein, CEE en 1957. Donc ça, c'est des éléments très intéressants. Je parlais tout à l'heure du caddie, hein, une date et un fait. En 1963, s'ouvre en France le premier hypermarché Carrefour, en 1963. Le premier hypermarché Carrefour ouvre en France et va peu à peu donc essaimer hein, sur l'ensemble du territoire. Et c'est le caddie, hein, vous savez, le chariot, hein, en quelque sorte, qui devient le symbole de cette société de l'opulence, c'est-à-dire la société de consommation et la société des loisirs. Les dépenses des familles vont augmenter.
et se porte principalement vers 4 secteurs. Tout à l'heure, on a parlé des 4 produits phares. Les dépenses des familles s'orientent vers la santé, vers le logement, vers les transports et vers les loisirs. Donc 4 secteurs économiques qui sont directement impactés par cette augmentation du salaire, c'est-à-dire du niveau de vie. C'est la santé, le logement, les transports et les loisirs. On note en effet une baisse constante de la part des dépenses consacrées à l'alimentation. Si vous regardez une courbe, à partir de 1945 jusqu'à aujourd'hui, on note cette baisse de la consommation alimentaire. Alors tout dépend évidemment du revenu. Vous savez très bien que cette loi, il y a une loi économique qui s'appelle la loi d'Engel, ne pas confondre avec Engels. Voilà. La loi d'Engel dit que tout simplement, plus vous avez un haut niveau de revenu, plus vos dépenses en alimentation vont diminuer. Voilà. Plus vous avez un haut revenu, plus vos dépenses en alimentation diminuent. C'est ce qui est observé, en tout cas, depuis 1945. Alors, quand j'en parle des loisirs, évidemment, tout cela est lié aux congés payés. Voilà. Il faut rappeler les dates. Donc, je ne reviens pas sur 1936, les accords Matignon, les 15 jours de congés payés. 1956, 1956, c'est la 3e semaine de congés payés. 3e semaine de congés payés. 1968, ce sera la 4e semaine. Et il faudra attendre 1981 pour avoir la 5e semaine de congés payés. D'accord? Donc 56, 3e semaine. 1968, 4e semaine. Et 1981, la 5e semaine. Donc, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que, d'une part, effectivement, on a une hausse généralisée des revenus, mais il faut aussi nuancer cela. C'est-à-dire que la répartition de cette richesse est très inégale et ne profite pas à tous les secteurs de l'économie. Vous avez des secteurs de l'économie qui vont bien profiter de la croissance économique, d'autres, malheureusement, beaucoup moins. Et le secteur qui est finalement touché de manière négative, c'est l'agriculture. L'agriculture, et elle perd en population active et surtout elle perd en poids dans l'économie nationale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en pourcentage du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale. On a une augmentation évidemment du secteur industriel, mais ce qui explose véritablement, c'est le secteur des services. Voilà. C'est-à-dire que le secteur des services, ce qu'on va appeler les employés, les cols blancs, enfin bref, c'est plus de 50% des actifs à la fin des années 70. 50% des actifs vont être concernés par le secteur des services, et ce secteur des services va employer un pourcentage très important de femmes, notamment. Ça fait partie de cette, en quelque sorte, de cette ouverture des femmes sur le marché du travail, sur, en quelque sorte, cette liberté de la femme de pouvoir trouver un travail. Deuxième sous-partie, donc grand B, c'est en quelque sorte les caractéristiques de cette France, les composantes de cette France qui se transforment. Il faut considérer qu'en 1946, je donne beaucoup de chiffres, mais ce sont des chiffres sur lesquels il faut véritablement insister parce qu'ils marquent une évolution. En 1946, la France comptait 39 millions d'habitants. 1946, donc au sortir de la guerre, la France avait 39 millions d'habitants. Et la récupération, vous allez voir, elle va être rapide. La récupération démographique va être rapide. En 1962, on passe à 47 millions d'habitants. Donc on passe de 39 à 47 millions d'habitants, c'est énorme. Et en 1969, on est à 50 millions d'habitants. Alors ici, le décalage, je le disais tout à l'heure, est très net entre les parents, les grands-parents et la génération baby-boom. Pourquoi ? Parce que la génération des parents et des grands-parents, c'est la génération des privations, la génération de la guerre, la génération du rationnement. La génération des jeunes, donc ceux qui sont nés dans les années 50 et 60,
c'est en quelque sorte la consommation de masse. C'est la génération de la radio, c'est la génération de la télé, des magazines, de la musique, de la publicité. De la publicité. Un autre élément ici intéressant, hein, c'est que entre 1946 et 1969, la France est une terre, en quelque sorte, d'immigration, puisqu'elle va accueillir entre cette période, donc 46-69, plus de 4 millions de personnes, d'étrangers, qui vont s'installer en France. Souvent d'ailleurs dans des conditions déplorables, puisque effectivement la France n'a pas prévu ce sursaut démographique et cette, en quelque sorte, augmentation de l'immigration. Et souvent, les structures locatives, hein, les villes, n'arrivent pas à accueillir tout cela. Élément important, hein, dans ces caractéristiques de la France des Trente Glorieuses, c'est la transformation urbaine du pays. Voilà. C'est-à-dire que les gens vivent majoritairement en ville. Ça, c'est très important. On passe finalement d'une société rurale, avant la guerre, rurale, à une société urbaine. Et ça, c'est véritablement un changement qui marque beaucoup, hein, la société française. Les agglomérations s'étendent, les grands ensembles d'immeubles, hein, vous les connaissez, hein, ce qu'on a appelé les HLM. Hein. HLM, c'est en quelque sorte le sigle qui veut dire habitat à loyer modéré. C'est-à-dire que c'était pour des populations, en quelque sorte, qui n'avaient pas de hauts revenus et qui pouvaient accéder à la propriété privée, tout simplement, avoir en quelque sorte l'eau courante, le chauffage, et puis avoir un certain confort dans leur petit appartement. On a également la mise en place de banlieues dortoirs, hein, c'est-à-dire c'est en quelque sorte ces extensions urbaines, hein, à l'extérieur des villes, dans lesquelles les gens vont en quelque sorte vivre, dormir, mais ensuite travailler finalement dans la ville. L'État va beaucoup en quelque sorte aménager, va en quelque sorte intervenir directement et mettre en place ce qu'on a appelé des villes nouvelles, la construction de villes nouvelles, notamment autour de Paris. Dernier élément de cette mutation de l'économie française, c'est l'émergence d'une classe moyenne, mais une classe moyenne salariée. Voilà. Une classe moyenne salariée qui va finalement remplacer la classe moyenne, en quelque sorte indépendante de ce que l'on a connu avant la guerre, c'est-à-dire des petits exploitants agricoles, des petits patrons de l'industrie et du petit commerce. Ça, c'est fondamental. Fondamental, puisque les jeunes, finalement, de 68 sont issus de cette classe moyenne salariée. Trois éléments permettent de définir cette classe moyenne. Donc, évidemment, la conscience d'appartenir à une classe intermédiaire, hein, c'est-à-dire entre les plus pauvres et puis la bourgeoisie, donc d'avoir en quelque sorte une certaine, comment dire ça, situation sociale. Voilà. Le deuxième critère, c'est l'acquisition d'un mode de vie calqué sur celui de la bourgeoisie, c'est-à-dire le confort, voilà, les loisirs, hein, de pouvoir partir en vacances, donc l'acquisition d'un mode de vie. Et le dernier élément, c'est la peur, hein, la crainte d'être déclassé, en quelque sorte. C'est-à-dire de voir finalement l'ascenseur social qui tombe en panne. C'est-à-dire que c'est une classe sociale, cette classe sociale moyenne demande à l'État de maintenir en quelque sorte l'ascenseur social. C'est-à-dire de faire en sorte que leurs enfants puissent monter dans la hiérarchie sociale. Faire en sorte qu'ils puissent faire mieux que leurs parents. Et ça, c'est fondamental également vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis finalement de leur vote, tout simplement, hein, et de l'opinion vis-à-vis du système politique. Ça va? Donc, s'il y a des questions,
On les posera tout à l'heure, avec plaisir, je répondrai évidemment avec plaisir avec vos questions. Grand 2 de ce chapitre, enfin grand 2 de ce cours, de cette conférence, c'est ce que j'ai appelé le nouveau modèle républicain. Un nouveau modèle républicain. Le petit grand A de ce nouveau modèle républicain, le grand A, c'est en quelque sorte la grandeur gaullienne. Voilà. C'est-à-dire que cherche De Gaulle dans ce modèle républicain de la Ve République? Eh bien, il cherche en quelque sorte à donner à la France des avantages vis-à-vis d'autres puissances économiques. Il fait en sorte que la France soit au premier plan international. Vous le savez bien, on en a déjà parlé, la Ve République fait reposer la légitimité finalement du pouvoir, la légitimité du président, sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Vous savez très bien que le président de la Ve République, contrairement aux autres présidents, est élu depuis 1962 au suffrage universel direct. C'est véritablement une révolution. Cette date de 1962 est une révolution dans la construction politique et dans, en quelque sorte, l'imposition d'un pouvoir présidentiel, ce qui n'est pas du tout le cas pour la Troisième et pour la Quatrième République. Ça, c'est véritablement important que les élèves puissent bien comprendre cela. Donc, le but de De Gaulle, évidemment, c'est de maintenir la croissance économique, mais c'est de permettre à la France d'appartenir finalement à ce statut de grande puissance internationale. Le but de Gaulle, c'est de faire de la France une grande puissance. Voilà. Comment il y parvient? Il y parvient tout simplement par l'arme nucléaire. La France a l'arme nucléaire. D'accord? Il y a donc ce souci également, deuxième élément, donc de renforcer son arsenal militaire, mais également de renforcer son poids technologique. Et dans la technologie, qu'est-ce qu'on a? Et vous le savez très bien, c'est le nucléaire, mais cette fois-ci le nucléaire civil. Ce sont les centrales, c'est l'électricité. On est très fiers aujourd'hui, avec le coût de l'énergie qui part vers les hauteurs, le coût de l'énergie qui s'envole, on est très fiers d'avoir l'énergie nucléaire. Et récemment, donc, le président Macron a dit qu'il était favorable à l'énergie nucléaire. C'est au niveau technologique, c'est le Concorde. Il ne faut pas oublier le Concorde. C'est une prouesse technologique. Ce Concorde, cet avion supersonique. C'est également le refus, au niveau de la construction européenne, le refus d'intégrer le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni, trop proche des États-Unis, De Gaulle a toujours refusé. Pour lui, le seul couple leader de l'Union européenne, de cette construction européenne, c'était le couple franco-allemand. Donc véritablement, il y a aussi sa volonté, mais ça c'est au niveau international, là on dépasse le cadre national, le cadre français, c'est finalement d'avoir une politique qui se démarque des deux blocs. Vous savez bien, le bloc libéral, capitaliste, mené par les États-Unis, et le bloc évidemment soviétique, communiste. Nous sommes dans un contexte de guerre froide, il ne faut pas l'oublier, contexte de guerre froide. Il y a une crise en Tchécoslovaquie, c'est le fameux coup de Prague. Donc il y a véritablement une crise internationale importante. Et la France essaye d'avoir finalement ici de construire une autre voie politique. Grand B, deuxième sous-partie, ici, deuxième élément, c'est en quelque sorte l'opinion publique française. Alors, effectivement, on a au cours de cette période l'apparition de l'opinion publique. C'est-à-dire l'opinion publique française va subitement apparaître comme un facteur déterminant dans les politiques suivies par Général de Gaulle et par son Premier ministre Pompidou.
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de sondages d'opinion. Voilà. C'est-à-dire qu'on va en quelque sorte consulter les Français, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça, c'est complètement nouveau, ça. Puis il y a aussi le facteur télé, c'est-à-dire que vous le savez bien, on a une télévision française qui est ce qu'on appelle l'ORTF, l'ORTF, l'Office radio-télévision français. C'est en quelque sorte une télévision qui est en quelque sorte sous l'autorité des ministres et sous l'autorité du général de Gaulle. Mais on a une télévision. Voilà, c'est-à-dire que les Français regardent la télévision. Il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, en noir et blanc. Ensuite, il y en aura plusieurs, puisque l'ORTF sera démantelé. Et ici, évidemment, c'est l'occasion pour le pouvoir en quelque sorte, d'apparaître comme le seul garant de l'autorité, le seul à pouvoir faire respecter l'ordre et à mener une politique cohérente au niveau économique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que ces sondages d'opinion sont très favorables finalement à De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, contrairement à ce que l'on connaît aujourd'hui, ne descend jamais en dessous de 50% d'opinion favorable. Voilà. Il n'y a jamais 20% d'opinion favorable, c'est toujours au-dessus de 50. Ça, c'est quand même assez remarquable. Mais ce qui est important également dans ces sondages d'opinion, non seulement de faire en sorte que les Français, effectivement, valorisent l'action du général de Gaulle, mais il y a aussi une crainte. C'est-à-dire que dans les années 60, les sondages d'opinion commencent à annoncer les craintes futures des Français. Et quelles sont ces craintes des Français? Eh bien, c'est la stabilité des prix, c'est-à-dire la peur de l'inflation, la peur de l'augmentation des prix. C'est aussi une crainte sur les salaires et le rôle de l'école. C'est assez intéressant parce qu'on a aujourd'hui ces préoccupations. Le rôle de l'école, les salaires, les prix, etc., et la répartition de la richesse. Donc les Français, au milieu des années 60, sont inquiets sur les salaires, ils sont inquiets sur l'école, ils sont inquiets sur la répartition de la richesse, ils sont inquiets sur les retraites, et ils sont inquiets sur les prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à voir. Et certains auteurs, certains journalistes, certains intellectuels de l'époque n'hésitent pas finalement à parler de l'impasse sociale du gaullisme. L'impasse, c'est-à-dire le cul-de-sac, l'impasse sociale du gaullisme. C'est-à-dire que le gaullisme, finalement, propose toujours les mêmes recettes et n'a pas en quelque sorte perçu ou vu tout simplement les mutations en profondeur de la société française. Et il y a donc des craintes qui vont se manifester au cours de cette crise de mai 68. Donc vous voyez, le contexte est important, le contexte de croissance, le contexte international, le contexte évidemment lié à l'opinion publique, tous ces éléments sont essentiels pour comprendre finalement cette crise de mai 68. Et on arrive à la dernière partie de la conférence, à savoir la crise de 68 et les nouveaux enjeux du politique. Donc la crise de 68 et les nouveaux enjeux du politique. Alors sans revenir, parce que les faits sont connus, les faits c'est facile, je vous mettrai également sur Odysséa un compte rendu que j'avais fait il y a quelque temps de Boris Gobi, qui est un professeur, un compte rendu assez développé sur mai 68, c'est-à-dire sur en quelque sorte le déroulé des événements de mai 68. Tout se passe en réalité du mois de mai au mois de juin. Mai 68, c'est ça qui est incroyable. C'est une explosion de violence, en quelque sorte, parce qu'il y a des morts, il y a des blessés, il y a des morts. Une explosion de violence, donc, mais au cours du mois de mai et de juin 1968. Alors, sans entrer dans les détails, les dates, tout cela, vous les aurez, ce n'est pas un souci. Donc, cette crise de mai-juin 68 est révélatrice des insatisfactions et des frustrations, en quelque sorte, de la société française. Insatisfaction et frustration de la société française. C'est pour certains une tempête dans un ciel serein.
un ciel calme. En réalité, on l'a vu, le ciel n'est pas si calme que cela. Il faut bien comprendre que mai 68, ça procède par étapes. C'est d'abord un mouvement étudiant. Ensuite, c'est un mouvement ouvrier, c'est-à-dire une crise en quelque sorte universitaire, une crise sociale et une crise politique. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien marquer ça quand vous le verrez avec vos élèves, hein, crise étudiante, crise universitaire, crise sociale, hein, liée au salaire, liée aux retraites, etc., hein, et une crise politique, liée finalement à un certain vide du pouvoir, on le verra tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, hein, il y a la crise, c'est-à-dire les éléments de la crise. Grand A, donc, la crise de 68. La crise de 68 va concerner donc les étudiants, les ouvriers et les politiques. C'est-à-dire qu'on a une union des syndicats et des syndicats ouvriers et des syndicats étudiants. On a des grèves, on a des manifestations importantes qui vont paralyser le pays. Ça, c'est l'élément essentiel à connaître. C'est la paralysie totale du pays pendant plusieurs jours. Surtout au mois de mai, hein, début mai, mi-mai, puisqu'à la fin du mois de mai, il y a une tentative de résoudre cette crise. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Il y a une volonté finalement comment vous dire ça, de contester les règles morales traditionnelles de la société française. C'est-à-dire la société française de papa, hein, ou de grand-papa, eh bien, c'est terminé. Voilà. Il faut voir autre chose. Alors, le souci de mai 68, et c'est ça la critique qui est souvent adressée à mai 68, c'est que c'est très bien de contester, c'est très bien de faire grève, de manifester, mais il faut aussi proposer un modèle de société alternatif. Or, ici, il n'y aura pas de modèle de société alternatif. C'est ça, véritablement, qui est dénoncé par notamment Raymond Aron dans son livre. Alors, les solutions politiques. Les solutions politiques, ce sont les fameux accords de Grenelle. Ce ne sont pas les accords de Matignon, c'est les accords de Grenelle, donc au ministère du Travail, avec Pompidou. Pompidou était le Premier ministre, et le secrétaire d'État à l'emploi était Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac était le secrétaire d'État à l'emploi, et un des conseillers de Pompidou, c'était Édouard Balladur. Donc déjà, ils se connaissaient déjà depuis cette époque. Donc les accords de Grenelle sont en quelque sorte signés le 27 mai. Alors les accords de Grenelle, c'est quoi? Pour aller vite et pour faire simple, eh bien, c'est une augmentation des salaires. Une augmentation des salaires. D'accord? Donc on a parlé tout à l'heure des congés payés, ok? Augmentation des salaires, congés payés. Il y aura également une modification concernant les retraites, voilà, et les systèmes de santé. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, hein, c'est congés payés et salaires. D'accord? C'est ça qui est finalement l'essentiel. Ce qui va être par contre assez surprenant, c'est que ces accords de Grenelle vont être refusés par certains syndicats, dont la CGT. La CGT refuse. C'est-à-dire que les ouvriers refusent de signer ces accords. Ce qui fait qu'on va avoir encore au mois de juin des grèves. Souvent, on dit dans les manuels d'histoire, hein, on dit les accords de Grenelle, bon, et c'est fini, quoi. C'est-à-dire c'est la solution. Non, c'est une partie de la solution. C'est la première étape vers la solution du conflit. Les accords de Grenelle vont permettre des avancées sociales, mais vont être refusés par les ouvriers, une partie des ouvriers. Ce qui fait que les grèves vont se poursuivre. Ça, c'est au niveau social, d'accord, syndical. Et puis, il y a une crise politique. Il y a une crise politique
qui est lié finalement au fait que le 29 mai, vous le savez, général de Gaulle disparaît. On n'a aucune nouvelle de lui. Même Pompidou ne sait pas où il est. Il s'est réfugié sur une base en Allemagne. Et donc Mitterrand, qui est le principal opposant à de Gaulle, essaye de mettre en place un gouvernement provisoire. C'est-à-dire que déjà, il saisit l'opportunité, Mitterrand, pour installer un gouvernement provisoire. Alors, comment se résout cette énigme, finalement? Eh bien, c'est le 30 mai. Alors, tout à l'heure, on verra l'étude du document que j'ai faite pour vous sur ce discours du 30 mai. Vous savez bien que le 30 mai, le général de Gaulle réapparaît. Il fait un discours à la radio dans lequel il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est également c'est la deuxième partie en quelque sorte de la solution, puisqu'on va avoir, suite à ce discours du 30 mai, une manifestation dans les rues de Paris en faveur du général de Gaulle et de la politique donc de Gaulle. C'est assez troublant quand même. C'est-à-dire que le pays est paralysé, le pays est en crise, de Gaulle fait un discours le 30 mai, il y a des accords qui sont signés mais pas en partie acceptés par les ouvriers, il fait un discours, il annonce la dissolution, une manifestation s'organise en sa faveur, et finalement, ça semble se résoudre. Bon, donc nous allons voir finalement qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui se passe finalement au mois de juin? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces manifestations et ces revendications sont souvent liées aussi au contexte international. C'est-à-dire que les étudiants vont aussi prendre appui sur le contexte international et notamment la guerre du Vietnam. On sait tous qu'il y a la guerre du Vietnam. Donc, c'est une façon aussi de dénoncer, pour certains groupuscules, c'est-à-dire groupes politiques de gauche, de dénoncer l'impérialisme américain. C'est également une volonté de dénoncer les profits financiers, la corruption des politiques, etc., etc. Et c'est la naissance, très intéressant, de ce qu'on a appelé les mouvements altermondialistes, ceux qui dénoncent en quelque sorte cette société de consommation à outrance. C'est la première fois que, au cours de ces années, que sont publiés des rapports dénonçant la pollution, dénonçant la croissance démographique. Vous savez, à l'époque, on dénonçait ce qu'on appelait la bombe démographique, en quelque sorte, la bombe humaine, en quelque sorte, c'est-à-dire l'excès de population. On dénonce le productivisme, et on dénonce la hiérarchie, on dénonce la centralisation autoritaire de l'État. Donc ces mouvements gauchistes étudiants dénoncent tout un ensemble d'éléments de la société française, mais ne proposent absolument rien. Il n'y a aucune proposition concrète. Que fait donc de Gaulle pour solutionner, pour apporter les solutions à la crise? Grand B, les réformes. On a parlé tout à l'heure du grand A sur la crise, proprement dite, les grand B sur la réforme. Que fait de Gaulle? Eh bien, de Gaulle, en quelque sorte, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu, il va donc engager la dissolution de l'Assemblée, il va convoquer des élections et il va les gagner, ces élections. Ça va être le raz-de-marée politique pour de Gaulle. Au mois de juin, à la fin du mois de juin, de Gaulle est victorieux politiquement. Au mois de mai, il est perdu politiquement. C'est finalement un échec politique pour lui. Et au mois de juin, c'est une victoire. C'est ça qui est incompréhensible. C'est ça qui est compliqué, finalement, à comprendre. Il va réformer, de Gaulle. Alors, Pompidou démissionne. Pompidou va démissionner parce qu'il se sent finalement écarté par de Gaulle du pouvoir. Et de Gaulle va nommer un autre Premier ministre, qui s'appelle Couve de Murville. Bon, peu importe.
Et il va entamer deux chantiers. Deux chantiers prioritaires vont être mis en place par De Gaulle, à savoir l'éducation, et le deuxième chantier, c'est la décentralisation. D'accord ? Donc, il va confier cela à Edgar Faure, l'éducation, et qui va finalement donner davantage d'autonomie aux universités, permettre l'élection de conseils pour gérer ou mieux gérer les universités. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte rapprocher les étudiants en quelque sorte des instances dirigeantes des universités. Introduire plus de démocratie dans les universités, plus de souplesse. La deuxième réforme concerne la décentralisation. Il s'agit de rapprocher les citoyens du pouvoir, de la République, par la création de ce qu'on va appeler les conseils régionaux, c'est-à-dire les régions, ce qu'on va appeler les futures régions en fait. Mais sur cette réforme, il va échouer, comme vous le savez, puisqu'il va mettre en place un référendum. En avril 1969, il propose ce référendum sur la décentralisation aux Français, mais il va inclure également dans ce référendum une réforme du Sénat. Il voulait limiter en fait le pouvoir législatif du Sénat. Il voulait limiter les compétences du Sénat, et ce référendum va être un échec. De Gaulle va perdre ce référendum et va démissionner, comme vous le savez. Et donc, il abandonne finalement le pouvoir. Grand C, les successeurs. Dernière partie de ce grand 3, les successeurs. Eh bien, les successeurs, ils sont deux, à savoir Pompidou. Pompidou, donc c'est 1969-1974. 1969-1974, et Giscard d'Estaing, 1974-1981. Alors, ces successeurs vont également introduire certaines réformes, notamment sur ce qu'on a appelé la politique sociale de progrès. C'est la mise en place de ce qu'on a appelé le salaire minimal de croissance. Le salaire minimum de croissance, ce qui s'appelle aujourd'hui le SMIC, c'est-à-dire le salaire de base, en quelque sorte. C'est également une volonté de rapprocher les syndicats et le patronat dans cette politique sociale de progrès. Le slogan de Pompidou et de son Premier ministre Chaban-Delmas, c'était la nouvelle société. Vous vous rappelez, la nouvelle société de Chaban-Delmas, il fallait aller vers la modernité, en quelque sorte. Le deuxième élément de cette politique, c'est évidemment la télévision. La télévision est complètement réformée, puisque c'est l'apparition de nouvelles chaînes de télévision, beaucoup plus indépendante du pouvoir. Donc, on réforme au niveau social, on réforme au niveau syndical et on réforme au niveau des médias, et notamment de la télévision. Giscard d'Estaing, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va avoir surtout une politique en faveur des citoyens et surtout des femmes. C'est la mesure phare de son septennat, c'est de passer en quelque sorte, d'abaisser l'âge du vote à 18 ans, c'est-à-dire que c'est sous Giscard que les citoyens pourront voter à partir de 18 ans, mais c'est surtout dans le domaine de la libéralisation des femmes, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est la loi sur l'avortement, la loi sur l'avortement en 1975 et la loi sur le divorce par consentement mutuel. Donc il y a tout un ensemble de réformes qui vont être menées pour permettre aux femmes, en quelque sorte, de se libérer de la tutelle du mari. Voilà. Donc, et d'avoir une sexualité, en quelque sorte, libre. C'est une mesure très, très importante, qui vont vraiment être bien vécues par les Français, peut-être pas par certains politiques, puisque le débat sur l'avortement
menée par Simone Veil va être une véritable souffrance pour cette femme politique qui sera accusée de génocide. On accusera Simone Veil, qui est une ancienne résistante, une femme qui a été dans les camps nazis, de pratiquer un véritable génocide. Donc c'est un septennat sous Giscard qui se veut moderne et libéral. Moderne et libéral. Donc vous voyez que ces réformes vont débuter avec De Gaulle, mais elles vont être très très progressives. Très très progressives. Et on verra lors de la deuxième conférence, deuxième conférence, c'est sur les cohabitations et sur Mitterrand, mais Mitterrand va introduire encore davantage de réformes, notamment sur les médias, sur les radios, ça va être l'abolition de la peine de mort, voilà. Donc il y a tout un ensemble de réformes, mais ces réformes, vous voyez qu'elles ne sont pas immédiates, c'est-à-dire qu'on ne va pas réformer, on ne va pas chambouler, on ne va pas transformer tout en quelques années. Donc c'est pour ça que souvent mai 68 est considéré comme finalement une rupture, une révolution. En réalité, c'est une révolution, mais qui dure dans le temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En conclusion, je dirais que Giscard, pour prendre le dernier président sur la période, a véritablement cherché à s'écarter de la pratique gaullienne du pouvoir. Il a voulu être plus proche des citoyens. Il a voulu aller au contact des citoyens. Il a voulu mettre en place des mesures fortes, comme le divorce ou l'avortement. Mais le souci pour Giscard, c'est que tout cela va être ruiné. Ruiné par quoi ? Eh bien, ruiné par ses divisions politiques, notamment avec Giscard, avec son Premier ministre, et ruiné surtout par la crise pétrolière. Les crises pétrolières de 73 et de 75. C'est-à-dire que cette crise sociale, cette crise universitaire, cette crise politique va en quelque sorte déboucher sur une crise mondiale, une crise majeure. Et tout cela, finalement, va retomber comme un soufflet. C'est ça qui est aussi caractéristique de cette période, c'est-à-dire que véritablement, la crise pétrolière de 73 et de 79 va plonger la France dans une crise économique avec le chômage et l'inflation. C'est-à-dire qu'on va en quelque sorte perdre de vue finalement les idéaux de mai 68. On va perdre tout cela. Et d'ailleurs, les politiques vont souvent occulter, vont chercher à cacher tout cela. Toutes ces revendications un petit peu utopiques de cette époque. Et donc, à partir de 1976, commence le temps des troubles et des incertitudes ou des inquiétudes. Voilà, finalement, c'est en une heure chrono, véritablement, ça demanderait évidemment beaucoup plus de développement, d'exemples, de documents, pour bien illustrer ce mai 68. Donc ce mai 68 est une rupture sans lettres. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est à la fois la victoire de Gaulle, mais aussi le chant du cygne du système gaulliste. Voilà. C'est-à-dire qu'il va perdre, un an plus tard, il perd le pouvoir. Il s'en va. Mai 68, ce sont des idéaux, des utopies, mais qui ne vont pas se concrétiser dans la société française. Tout cela, c'est beaucoup de textes, beaucoup de slogans, mais la société française va finalement se réformer très lentement. Voilà. On peut penser qu'après 68, la société française va prendre conscience finalement de ce décalage entre l'ancien et le nouveau. Oui, il y a une prise de conscience, mais une prise de conscience qui va finalement s'étaler dans le temps. C'est ça qu'il faut dire et faire comprendre aux élèves. Voilà. Donc, s'il y a des questions maintenant sur la conférence, et ensuite on va passer à l'étude des deux documents que j'ai sélectionnés pour vous, et j'ai réalisé cette étude
Vous verrez, donc, on va prendre les deux documents et on va mener un commentaire de document avec la méthodologie Bashibak, la méthodologie du commentaire de document. Y a-t-il des questions? Allez-y. Je vous écoute. Qui veut prendre la parole pour éclaircir certains points? Non, personne? Oui? Non? Ça va? Alors peut-être que tout à l'heure, quand on étudiera les documents, peut-être certaines choses seront plus claires pour vous, et j'essaierai de revenir sur certains éléments. Alors je vais vous montrer ces deux documents que j'ai préparés pour vous. Alors on va essayer de voir ça. Donc on va partager et on va prendre en compte le discours du 30 mai. Est-ce que vous voyez le document? Faites-moi signe, dites-moi oui. Oui. Oui, parfait. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez que le document, alors je l'ai trouvé sur la fondation, sur le site de la Fondation de Gaulle, mais ce sont des documents que vous pouvez trouver partout et que vous pouvez même écouter, soit audio, soit vidéo. Ici, c'est le texte que l'on peut trouver d'ailleurs sur le site également du gouvernement, le site officiel et institutionnel du gouvernement. Donc, c'est une allocution, nature du document, allocution radiodiffusée. Donc, il faut expliquer aux élèves que c'est à la radio. C'est un discours prononcé à la radio. Pourquoi? Parce que la télévision est en grève. Il n'y a plus de télévision. C'est le 30 mai. Donc, il faut ici revenir sur le contexte. L'auteur, général de Gaulle, donc évidemment revenir sur la personnalité de Gaulle, fondateur de la Ve République, le palais de l'Élysée étant le symbole de ce pouvoir. Voilà. On commence la lecture. Alors, vous voyez qu'ici, vous pourrez, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez refaire le document. Ce qui est en noir, c'est le document original. Ce qui est en vert, c'est en quelque sorte le commentaire. C'est-à-dire, vous pourrez en quelque sorte demander aux élèves de retrouver l'introduction, de retrouver les idées et de retrouver la conclusion. Vous verrez que le discours est vraiment bien construit. Étant détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de me maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas, j'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Donc tout ça, il faudra l'expliquer, mandat du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire un mandat du peuple? C'est-à-dire qu'il a été élu. Il a été élu, je vous rappelle, en 1965. Je ne changerai pas de Premier ministre. Qui est le Premier ministre? Pompidou, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Ici, nous avons l'introduction. Il faut rappeler le contexte quand il évoque les circonstances présentes, donc les événements de mai 68. Donc l'élève, ici, devra rappeler quelques éléments de mai 68. Il fait référence à son Premier ministre, qui est Pompidou, donc il faut le citer. Donc qui, en quelque sorte, va rester Premier ministre de 65 jusqu'à 68, puisqu'il démissionne en juillet 1968. Le mandat du peuple, j'en parlais tout à l'heure, c'est celui de 65. La première fois que le président est directement élu par les Français. Ça, c'est fondamental. Fondamental. Quand il dit « j'ai un mandat du peuple », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été élu directement. Pourquoi? Parce que depuis 1962, le président est élu directement par le peuple. Quelle est la dernière élection? 1965. Vous voyez? Donc ici, on a l'introduction. Ensuite, on a en quelque sorte ici, après, l'idée principale. L'idée principale du document, de son discours, c'est « je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale ». Il faut donc rappeler un petit peu aux élèves comment fonctionne la Constitution de la Ve République. La dissolution, pourquoi? Parce que c'est l'article 12 de la Constitution de 58. C'est une prérogative du chef de l'État. Elle existait auparavant, c'est-à-dire sous la Ve, elle existait, mais elle était extrêmement encadrée. 1955, elle a été utilisée en 1955. Mais c'est extrêmement difficile, sous la 4e, de dissoudre. De Gaulle l'utilise pour la première fois en 62.
quand il y a une motion de défiance vis-à-vis de Pompidou, mais également en 68. Donc, ils veulent l'utiliser 2 fois, 62, 68. Donc, je rappelle tous ces éléments-là. À chaque fois, une large victoire. Il faut signaler également que Pompidou ni Giscard ne vont utiliser ce droit de dissolution. Je continue le texte. Vous allez voir, c'est assez éclairant. J'ai proposé donc au pays un référendum, etc. Donc, il parle de l'économie, il parle de l'université. Il parlait dans un premier temps, évidemment, de faire ce référendum, mais il en diffère la date, c'est-à-dire qu'il finalement, il y renonce. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dissoudre. Plutôt que de faire un référendum, il va dissoudre et organiser des élections législatives. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il dit que tout simplement, certaines parties du peuple, certains partis politiques, essayent d'empêcher le peuple de s'exprimer. Vous voyez? Alors c'est assez intéressant, ce procédé. On empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Donc il parle d'intimidation, il parle d'intoxication, il parle de tyrannie, etc., etc. Donc ici, vraiment, c'est remarquablement bien organisé. Donc ici, c'est la première partie du texte. Je marque que le référendum est abandonné. C'est l'article 11 de la Constitution. Il sera souvent utilisé par De Gaulle. Donc il faut rappeler aux élèves l'utilisation du référendum, c'est-à-dire la consultation du peuple, en 58, en 61, sur l'Algérie, 2 fois en 62, sur les accords d'Évian, c'est-à-dire pour ratifier les accords d'Évian, c'est-à-dire la décolonisation de l'Algérie, et sur l'élection au suffrage universel. Puis en 69, on a parlé de cette référendum 69 qui sera finalement la fin du président. Il parle de dissolution et organisation d'élections législatives. Mais, vous voyez, donc on annonce ici différents éléments sur le contexte, en fait, mais les menaces. Quelles sont les menaces? Donc ici, il faudra préciser les menaces. Les menaces liées aux groupuscules gauchistes des étudiants, aux menaces de certains syndicats, aux menaces du Parti socialiste et du Parti communiste. Donc, vous voyez, qui cherchent à diviser l'opinion. C'est très très bien écrit de la part de De Gaulle. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un retour à la normale. Mais par contre, les socialistes, et notamment Mitterrand, ils veulent autre chose. Ils veulent finalement un régime totalitaire. Alors ça, c'est peut-être aussi lié au contexte international. Ensuite, si dans cette situation, si cette situation se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre conformément à la Constitution, etc., etc., etc. Donc, deuxième partie, ici, et il parle de dictature. Deuxième partie, ici, il détaille son programme. Donc, tout à l'heure, il annonçait en quelque sorte ce qu'il allait faire. Il dénonçait en quelque sorte certains partis politiques, mais ici, il va préciser tout cela. Dans la deuxième partie, il précise en quelque sorte tout cela. Ici, le détail. Il dénonce directement le Parti communiste. Il faut rappeler le contexte. Invasion de la Tchécoslovaquie en 68 par les troupes soviétiques. Le mot dictature fait ici référence au livre de Mitterrand. En effet, Mitterrand avait publié en 1964 le coup d'État permanent. Donc, il règle en quelque sorte ses comptes avec Mitterrand. Mitterrand était arrivé au deuxième tour des élections de 65, en ballottage, publié en 64, et aux multi-reproches quant à l'exercice solitaire du pouvoir et à cette fameuse conférence de presse 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, il faudrait peut-être montrer ça dure 30 secondes aux élèves. Dans une conférence de presse, il répondait à la crainte de certains journalistes en disant que ce n'est pas à 67 ans qu'il allait commencer une carrière de dictateur. Et donc tout cela revient dans le discours. Dans les premières lignes, il fait allusion directe à l'article 16 de la Constitution. Alors c'est très technique ce document. Vous voyez, regardez, il parle ici, je pourrais prendre d'autres voies que le scrutin. Quelles sont les autres voies que le scrutin? Ici, il fait référence à l'article 16 de la Constitution, qui lui donne les pouvoirs exceptionnels, qu'il a utilisés en 1961 lors de la crise algérienne.
et la conclusion. Vous voyez, c'est vraiment un texte remarquable. Hein. Moi, je l'ai découpé pour que vous ayez quand même c'est intro, l'annonce finalement principale, première partie, deuxième partie, et la conclusion. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Donc, conclusion, ici finalement l'histoire lui donne raison, et oui, l'histoire lui donne raison, car c'est une large victoire pour le parti gaulliste aux élections de juin et une défaite cuisante, hein, il faudrait que je mette un E, une défaite cuisante pour l'opposition. Donc vous voyez, ce texte est remarquablement bien écrit, il est assez facile finalement aux élèves, et ça c'est assez facile pour vous hein, de le travailler avec les élèves, de travailler finalement l'organisation de ce texte, hein, de travailler les mots importants, les ruptures hein, dans le texte et de bien préciser certains éléments de la Constitution. Deuxième texte, cette fois-ci, c'est un discours télévisé. Et là, vous pouvez le retrouver très facilement sur Internet, discours télévisé du 29 juin 68. Et là, pareil, exactement, j'ai découpé hein, le texte, le discours, hein, selon les conclusions, première partie, hein, deuxième partie, conclusion. Voilà. Donc, j'ai été plus rapide pour celui-ci. Le mois dernier, tout s'en allait. Donc, ici, évidemment, il faut rappeler le contexte. Donc, si vous étudiez avec vos élèves ce texte, il faudra que vos élèves mettent des mots sur ce que veut dire le mois dernier. Quel est le sens de cette expression le mois dernier? Donc, le mois dernier, tout s'en allait, c'est-à-dire tout était fichu. Hein, notre pays scandalisé par l'anarchie universitaire, la grève, l'incertitude, etc. Il rappelle le 30 mai, voilà. Il rappelle que la France s'est ressaisie, etc., etc. Et moi, je le précise tout ça dans l'introduction. Donc, rappel du contexte très particulier et révolutionnaire des événements de mai-juin 68. Il faut rappeler la chronologie avec la crise étudiante, la crise des ouvriers, la crise politique, les divisions hein, de l'opposition et de la majorité, la menace sur les libertés constitutives de la République et ses valeurs, sur la Constitution de 58. Ensuite, il évoque par les mots instinct et profondeur la France éternelle, la vraie France, hein, et non la France parisienne. Donc là, il provoque en quelque sorte la France, la vraie France. Hein. Il évoque ensuite les manifestations du 30 mai, il évoque son discours et il fait référence évidemment à sa victoire finale. L'idée principale ici, comme pour le premier texte, c'est voilà la page qui vient d'être inscrite au livre tourmenté de notre histoire. Tout simplement, l'idée ici, c'est que tout est oublié et pardonné. Il faut tourner la page. Voilà. Première partie, maintenant, alors j'ai souligné ici les connecteurs, hein, maintenant, tout d'abord, etc., etc. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nos élèves et vos élèves, qu'ils repèrent bien l'organisation du texte. Maintenant que semble s'éloigner une épreuve qui eût emporté tout autre régime que le nôtre, hein, grâce à un gouvernement déterminé autour du chef de l'État, etc. Tout d'abord, donc ici, dans cette première partie, hein, il rappelle, en quelque sorte, le rôle clé du gouvernement dans les réformes. Il rappelle également les enjeux cruciaux pour le pays du résultat de ces élections, qui est une victoire, mais éclatante pour le parti gaulliste. Il insiste sur les aspects de puissance de la France, il insiste sur l'économie, sur le politique, il insiste sur son rôle comme garant des institutions et protecteur des libertés. Mais avec, évidemment, ici, vous le voyez ici, cette politique sera rude. Il annonce également les réformes. Hein, donc, il annonce hein, ce qui va suivre hein, au cours du mois de juillet et du mois de septembre hein, qui vont suivre. Deuxième partie, vous voyez, pour poursuivre, donc là, encore également ici un élément qui permet de repérer la deuxième partie. Deuxième partie, ici il insiste sur l'avenir. Hein, vous voyez, il rappelle l'indépendance, il rappelle l'Europe, il rappelle finalement la jeunesse. Hein, donc il inscrit en quelque sorte la France dans l'avenir. Il insiste sur la cohésion de la société française,
Il engage les réformes, on en a parlé sur l'éducation et la décentralisation. Il insiste également sur la coopération européenne. Il insiste sur l'indépendance de la France, notamment sur l'OTAN et le rôle de la France par rapport aux deux blocs, c'est-à-dire américains et soviétiques. Donc là, véritablement, vous pouvez vous régaler et mettre beaucoup plus de choses que ce que j'ai placé. Conclusion, vous voyez, encore la même chose. On voit très très bien la conclusion. Bref, il s'agit que la participation devienne la règle. Alors ici, nous sommes le 29 juin, c'est-à-dire c'est avant le deuxième tour des élections. C'est-à-dire que le 30 juin aura lieu le deuxième tour des élections législatives qui vont donner une large victoire. Il en est convaincu, mais c'est ça qu'il faut dire aux élèves, c'est que la victoire n'est pas encore acquise, il va le savoir le lendemain, il va gagner les élections. Donc il rappelle l'enjeu de l'élection, il s'agit que la participation devienne la règle et le ressort d'une France renouvelée, française, français, voilà le chemin qu'il faut suivre et que ma vocation et mon mandat me commandent de vous montrer, puisque le destin est en jeu. Donc il insiste vraiment, il fait peur en même temps, il dit « je suis le garant, je suis le seul à pouvoir maintenir la France au niveau international comme puissance internationale ». Conclusion, il rappelle l'aspect dramatique de la situation, il fait peur tout en rassurant. Et évidemment, l'histoire lui donnera raison puisqu'il va gagner les élections. Vous voyez, ce sont deux documents qui sont faciles à utiliser pour vous, qui sont extrêmement complets et qui permettent aux élèves de bien comprendre finalement la composition d'un discours. C'est remarquable en ce sens de permettre aux élèves de voir comment un homme politique comme De Gaulle va en quelque sorte gagner ces élections, mais au-delà de cela, va l'emporter tout simplement avec ces élections législatives et va mener en quelque sorte ces réformes jusqu'à la défaite finale. Mais finalement, sa défaite, c'est un détail, puisque le processus de réforme est déjà engagé et sera engagé et suivi par ses successeurs, Pompidou et Giscard. Voilà. On a essayé de faire du condensé, on a essayé de mener à bien cette question, qui n'est pas une question simple. Vous pouvez utiliser beaucoup de documents, beaucoup d'affiches, beaucoup de slogans, mais il faut véritablement montrer à vos élèves que mai 68, c'est un idéal, mais un idéal qui va finalement se perdre, se dissoudre en quelque sorte dans les politiques qui vont suivre, mais quand même, c'est aussi le début de quelque chose, le début d'une France qui se réforme, qui change, mais très très lentement. Voilà, très très lentement. C'est pas le lendemain joyeux, les lendemains joyeux et utopiques voulus par certains partis politiques ou par tout simplement certains partis gauchistes et par certains syndicats étudiants. Voilà. C'est une volonté également pour certains partis politiques de récupérer la faiblesse du pouvoir gaullien. Donc c'est un jeu politique également, mais c'est aussi une France qui prend conscience de ses difficultés, prend conscience du décalage et qui finalement va peu à peu mener les réformes nécessaires, mais très très lentement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La France se réforme, mais toujours très très lentement. C'est le millefeuille, vous savez, le millefeuille administratif français que l'on dénonce et que nous cessons de dénoncer en France. Voilà. Allez, maintenant c'est à vous de jouer. Posez-moi toutes les questions que vous souhaiteriez sur ce chapitre qui n'est pas toujours facile. C'était un coin, je n'ai pas oublié la chose. Il y avait Guylaine Lise Lopez, que je crois qu'au début de la conférence a levé la main. Je ne sais pas si elle voulait poser une question. Elle est toujours ici.
Oui, je suis là. Ah, voilà. Non, en fait, à un moment donné, j'ai eu un doute, mais non, je l'ai résolu et là, je me souviens même plus de quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai rebaissé tout de suite. Et voilà. Non, très, très bien. Très intéressant. J'ai fait certaines parties de ce chapitre il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis contente de voir que j'ai insisté sur certaines choses. C'était à faire. Donc, non, c'est très bien. Et après, je suis intervenue au début, tout au début de la conférence, rien à voir. C'était plutôt le côté administratif. Si vous pouvez m'envoyer un mail ou qu'on se parle parce que j'arrive pas à accéder à l'Odyssée, même avec le dernier code que vous m'avez envoyé. Donc, c'est tout. Mais très, très bien, hein, Pascal. Très intéressant. Donc, j'ai levé la main à un moment donné, j'avais un doute. Après, je l'ai rebaissé. Donc, non, rien à dire. Ok, Très bien. merci. Pas de questions pour l'instant. Après, peut-être je rebondirai sur ce que diront les collègues, mais non, rien à dire. Merci. Je recoupe le son.